Bon, bah, bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est avec Nour et Samy, les deux plus beaux coachs de France. Pas vrai, les amis? Bien évidemment. Après toi. Voilà. Et aujourd'hui, on fait un magnifique cours devant une audience en délire, une foule énorme. Là, il y a une personne avec moi sur le Google Meet, mais c'est pas ce que vous croyez. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens devant moi. C'est que là, carrément, dans mon salon, j'arrive même pas à les compter. Je vois, il y a trop de monde. Bref, donc du coup, bah voilà, c'est gros, gros, gros cours. Et aujourd'hui, on va parler du matériel en force athlétique. On va le découper en trois parties. Il y aura le matériel entre guillemets que l'on porte, donc par exemple tout ce qui est ceinture, singlet, etc. On a le matériel d'entraînement, de compétition, donc tout ce qui est barre, tout ce qui est banc, etc. C'est moi qui vais le traiter. Le premier étant traité par Nour. Et le troisième, Et, ce sera et les moi. autres types de matériel. La partie la plus intéressante, parce qu'on va parler notamment des trackers de vitesse. Donc voilà, ce sera notre ami Samy qui va le traiter et qui est d'ailleurs très ravi, sachez-le, puisque en gros, on a partagé un peu les choses au début. Et évidemment, personne ne le voulait. Du coup, Nour et moi, on s'est empressés sur les deux premiers et on a laissé Samy tout seul sur le troisième. Voilà. Bref, du coup, écoute, Nour, je vais te laisser prendre la parole, je vais te laisser prendre le lead et on va tous t'écouter avec une grande attention. Tout le monde devant. Chut, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, la première partie, c'est le matériel de compétition. Donc, tout le matériel que vous allez pouvoir emmener avec vous en compétition et qui va vous permettre de lifter. Par exemple, le premier matériel, pour moi, le plus indispensable, c'est la ceinture de force. Quand vous commencez et que vous n'avez pas trop d'argent, je vous conseille d'abord d'acheter la ceinture. Pourquoi l'utiliser en vrai? Parce qu'elle vous permet d'avoir un meilleur bracing et en fait, juste à pouvoir plus engager votre sangle abdominale et vos abdos de manière générale. Parce que si vous avez une ceinture, vous pouvez pousser contre quelque chose quand vous inspirez de l'air et vous la bloquez, vous pouvez pousser contre la ceinture. Alors que quand vous l'avez pas, vous poussez presque contre rien. Donc du coup, ça vous donne un meilleur gainage et c'est pour ça qu'elle est vraiment importante et elle va énormément vous servir sur le squat évidemment, sur le deadlift et parfois sur le bench pour certains. Donc voilà, c'est le matériel que je vous conseille à acheter en premier. Mais du coup, laquelle utiliser finalement? Parce qu'il y a plein de ceintures, voilà, on en voit de partout. Notamment, je pense que vous connaissez toutes l'ASBD, qui est la plus connue, je pense, sur le marché. Et en fait, ça va être déjà selon vos préférences. Si vous préférez avoir une ceinture très solide ou très rigide, ou bien une ceinture un peu plus souple, ok? Parce que l'ASBD, elle est pas mal rigide, je trouve. Donc, elle peut être un peu inconfortable, alors que par exemple, on a la Strength Shop que vous voyez tout en noir là en bas, la troisième. Elle est un peu plus souple, un peu plus agréable. Donc voilà, c'est selon aussi vos préférences. Et aussi si vous préférez avoir une ceinture type à levier ou une ceinture avec un petit peu des trous comme une vraie ceinture où vous mettez, etc. Donc ça, c'est selon vos préférences en premier. En deuxième, faut qu'elle soit acceptée au contrôle de matériel. Parce que imaginez, vous achetez une ceinture chère et en plus vous vous ramenez au contrôle de matériel et là, elle passe pas. Vous êtes bien con. Voilà, vous avez mis de l'argent pour rien. Donc, vérifiez bien ça. Et pour savoir si en FFF Force, donc du coup, en France, enfin, la fédé où vous tirez, ou moi je tire personnellement, si vous voulez savoir si ça passe ou pas, vous avez le petit lien ici sur le diapo qui est écrit équipement valable en IPF parce que la FFF Force respecte les normes de l'IPF. Et donc, vous checkez si votre ceinture est dans le tableau ou pas, la ceinture que vous voulez acheter. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle sera bon pour le contrôle de matériel. Même si vous ne faites pas de compétition maintenant, vaut mieux que vous achetiez une ceinture qui rentre dedans au cas où si vous faites une compétition dans 1 ou 2 ans. Parce que la ceinture, en général, vous la gardez très longtemps. Je sais pas, je dirais entre 3 ans et 10 ans. Ça dépend si vous prenez soin de vos affaires ou pas. Et donc, du coup, celle que je vous recommanderais, c'est la SBD parce que j'utilise beaucoup. Et pour moi, elle est OK. Ou sinon, la Strength Shop qui est très bien. Rapport qualité-prix. Parce que la SBD, elle est un peu chère. Je vous avoue, elle est entre 200 et 300 euros. Ça fait un peu cher. Alors que bon, la Strength Shop, si vous êtes pauvre, je vous la recommande. Elle coûte, je sais pas, 70 euros. Et elle dure bien dans le temps. Donc voilà. Après, quand nous on dit si vous êtes pauvre, évidemment. Non, mais voilà, tu vois, il y en a, ils peuvent pas trop se permettre d'acheter une Ah, je suis ceinture à d'accord. 300. Je suis d'accord, Surtout c'est vrai que quand ça on fait commence. un sacré budget. À savoir, je suis devenu champion du monde avec la ceinture Strength Shop. Voilà. Et en plus, c'était une ceinture dégueulasse, c'était une ceinture non, pas Militaire, léopard, mec, militaire. 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 Après, Denis avait une ceinture léopard, c'était encore mieux.
Moi, c'était militaire. Ah, j'étais pas au Denis courant de ça. qui est l'un de nos anciens athlètes. Bref, le deuxième matériel que je vous recommande d'acheter, ce sont les genouillères. Alors, les genouillères, à quoi elles servent? Elles servent déjà à maintenir et stabiliser votre articulation du genou, déjà, dans un premier temps. Aussi, elles gardent vos genoux au chaud pendant tout le long où vous faites du squat, donc c'est plus agréable. Et certaines genouillères permettent d'avoir un plus gros rebond en bas de votre squat. Quand vous arrivez en bas, hop, vous avez peut-être un plus gros rebond, une aide de la genouillère. Bon, c'est pas une aide excessive, hein, mais ça aide un petit peu. Et ça dépend des genouillères, du type de genouillère que vous achetez. Donc, lesquelles choisir? Les genouillères, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, plein. Toutes marques proposent. Même Gymshark et tout, ils proposent des genouillères, A7, etc. Bref. Donc, comment choisir vos genouillères si vous êtes débutant? Je vous conseille d'acheter des genouillères d'abord flexibles et surtout pas des rigides. Les rigides, vous savez, c'est les genouillères qui tiennent toutes seules, toutes droites. Là, je pense que vous en avez déjà tous vu. Je vous conseille plus de vous orienter vers l'inverse parce qu'au départ, vous n'en avez pas forcément besoin. Ok? Je vous conseille plus ça. Et les flexibles, vous avez les SBD qui sont connus, je pense, de tous. Vous avez aussi la marque A7 qui sont ok. Je les ai pas trop testées, mais apparemment elles sont ok. Vous avez aussi Strength Shop. Et pareil, pour les genouillères, regardez bien si elles rentrent dans le règlement IPF ou pas, si elles passent au contrôle de matériel. Puisque là, pareil, si vous achetez des genouillères qui ne passent pas, c'est un petit peu compliqué. Et je vous conseille aussi de les changer au bout d'un an d'utilisation, surtout si vous les utilisez sur tous les squats, tout le temps la même paire de genouillères. Je vous conseille de les changer au un an et demi, quelque chose comme ça. Et ensuite, le deuxième type de genouillères que vous avez, ce sont les genouillères rigides. Ok, par définition, elles sont beaucoup plus dures comparées aux autres qui sont souples. Les rigides, je les recommande plus si vous avez un niveau intermédiaire, au moins, je ne sais pas, un an de pratique ou peut-être plus. Et les rigides, elles vont vous permettre d'avoir un plus gros rebond parce qu'elles sont rigides forcément. Donc en bas du mouvement du squat, vous avez un plus gros rebond. Bon, au départ, ça peut vous aider à gratter quelques kilos, mais à long terme, c'est pas ça qui va faire que vous allez gagner 30 kilos sur votre squat, hein. C'est pas en achetant des rigides, malheureusement. Voilà, ça se passe pas comme ça. Et les rigides, faut savoir qu'elles modifient votre pattern, donc votre technique au squat. Ça va pas être pareil quand vous avez des genouillères rigides et des souples. Vraiment, ça va pas être la même chose. Et aussi, à prendre en compte, elle peut convenir selon votre technique. Ça veut dire que si vous avez un squat où, par exemple, vous vous écrasez beaucoup sur le bas de votre squat, des fois, ça peut ne pas correspondre. Donc, avoir avec votre coach. Pardon. Avoir avec votre coach, je l'aurais fait. Donc voilà, discutez avec ça avec lui et il vous conseillera au mieux. Donc, et aussi, dernière information qui est très importante aussi, les rigides apparemment, elles vont être interdites après 2026. C'est pas 100% officiel, mais c'est très probable. Donc, si vous commencez à en utiliser maintenant, faut le prendre en compte aussi. Bref, passons au prochain matériel. Du coup, les bandes de poignets, est-ce que c'est vraiment utile? Et pourquoi les utiliser? Ils vont avoir des avantages et des inconvénients. Ça va être pareil que les genouillères, on aura des rigides, des souples, mais derrière, il faut quelque chose qui est autorisé en compétition. Parce que si c'est pour se retrouver avec des bandes de poignets Amazon et qu'on s'habitue là-dessus et qu'on arrive à la compétition et qu'elles ne soient pas acceptées, c'est une perte de temps et c'est compliqué. Autant acheter sur quelque chose qui est du bon matériel, qui vous durera longtemps, à contrario des genouillères où tous les 6 mois, 1 an, on les change. Là, les bandes de poignets, si on les use pas trop, elles peuvent durer 1 voire 2 ans. Derrière, aussi, plus vous allez les utiliser, plus elles vont être confortables parce que vous allez vous y habituer et parce que l'élasticité va se faire en fonction de la forme de votre poignet. Du coup, les avantages, ça sera pour du squat, en low bar, donc la barre basse dans le dos, ça va vraiment maintenir votre poignet. Et du coup, elles sont utilisées sur l'extension de poignet pour tenir votre barre, donc peut réduire les douleurs. Ça ajoute aussi quelque chose qui va être de confiance, donc un apport mental, d'avoir quelque chose qui tient la barre, donc permet de renforcer la stabilité et du coup la production de force. Et du coup, c'est le but de bande de poignet, ça protège les poignets quand le grip est très fermé et du coup que, comme tout à l'heure, il y a une hyper-extension du poignet pour tenir cette barre-là, car il y a un manque de mobilité d'épaule. Derrière, il faut savoir que plus on prend serré et plus on est dans les basses catégories, plus la personne aura du mal à bloquer la barre dans son dos. Donc, elle aura plus de soucis là-dessus. Par contre, plus on est sur des grosses catégories où il y aura davantage de masse musculaire
et ou de gras. Parce que la petite technique, là, j'ai perdu un peu de gras et la barre ne peut pas tenir dans le dos. Et plus vous allez prendre large, moins il y aura ce souci-là. Par contre, derrière, il va y avoir des inconvénients sur les bandes de poignet au squat. Parce que, en fait, du coup, sur du high bar, c'est pas forcément nécessaire, sachant que la barre est directement reposée sur vos trapèzes. Ça peut masquer parfois, du coup, les douleurs que vous avez au poignet. Certes, il peut y avoir des douleurs au poignet, mais est-ce que vous pouvez vous en passer à certaines charges quand c'est léger? Que si vous êtes déjà à votre première barre de chauffe et que ça vous fait déjà mal au poignet, c'est que c'est vraiment plus un cache-misère qu'autre chose. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, ça sera vraiment sur l'utilisation du low bar et surtout, petit à petit, à amener sur la montée en gamme. Si elle est obligatoire dès votre début de montée en gamme, c'est que cela cache quelque chose. Derrière, pareil pour le bench, on est vraiment sur les mêmes problèmes sur la montée en gamme de cache-misère. Le but vraiment, c'est d'apporter un confort, mais du coup, ne pas cacher un problème. Donc, les avantages au bench sont différents parce que du coup, la barre est directement à bout de bras. Donc, ça va stabiliser l'articulation du poignet sur des charges lourdes. Mais il faut savoir aussi que du coup, en fonction des personnes, il va y avoir moins d'activation de l'avant-moi et donc de la stabilisation de votre corps et de votre poussée. Elles réduisent là aussi du coup les douleurs, surtout si on est en bulldog grip ou en Japan où on vient vraiment mettre la barre en haut de votre main et du coup elle aide à garder une position plus neutre de votre poignet pour du coup avoir un meilleur alignement sur votre poussée. Du coup les inconvénients sont aussi comme le squat, un cache-misère, mais aussi derrière, ça peut venir aussi de votre stance. Derrière, je dis beaucoup derrière, hein. Je pense que c'est la fatigue. Mais la barre sur votre main, il faut qu'elle repose au niveau de votre poignet. Si elle est vraiment trop haute, il va falloir solidifier ça parce que sur du long terme, ça peut poser des problèmes sur vos muscles et vos articulations. On arrive, comme les genouillères, il y a plusieurs types. 3 types. Les souples, les rigides et des semi-rigides. Il faut savoir que les nouvelles générations de bandes de poignet sont semi-rigides. C'est-à-dire que plus on va les étirer, plus elles vont être rigides sur l'utilisation. Et moins on va les serrer, plus elles vont être souples. Donc pareil, comme les genouillères, il y a plein de marques. Des entrées de gamme comme Strength Shop sont vraiment très bien. Et derrière, si vous voulez quelque chose qui vous tienne des années, on aura les SBD souples, SBD rigides, A7 souple, A7 rigide. Et il faut savoir qu'on a aussi les rigor mortis en bande de poignet. Donc, ils sont hyper rigides pour les personnes qui ont énormément de problèmes de poignet et qui cherchent aucune flexion de poignet. Ça peut être une solution. Mais dans un cas général, je les recommande vraiment pas. Et derrière, il va y avoir les semi-rigides, les nouvelles générations de bandes de poignet qui sont là vraiment intéressantes parce qu'en fonction des séances, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir l'ajuster sur votre serrage directement, sans changer de modèle. Pour ce qui est des chaussettes, bah en vrai, les chaussettes, à part éviter le sang sur la barre, ça sert à pas grand-chose. Mais il faut s'y habituer. Elles vont être plus épaisses que vos chaussettes classiques, donc vous n'aurez pas la même proprioception qu'avec, je sais pas, des petites chaussettes très légères ou des sockets. Donc c'est intéressant de s'entraîner à l'année avec ça, que je recommande, et surtout aussi quand vous entraînez dans une salle de force et que la barre grippe, ça protège aussi la barre du sang. Mais en vrai, on le sait, la vraie utilité des chaussettes, c'est quand même de mettre vos genouillères. Surtout l'été, où vous transpirez, vous mettez les chaussettes, vous tirez les bandes de les genouillères, pardon, excusez-moi, et c'est facile. Nous, c'est pas toi qui le fais aussi l'été? Tout le temps. Si je suis en Bah en single, je vrai, suis obligée, hein. Sinon, ça passe pas. il faut savoir que c'était interdit en compétition avant d'utiliser une aide extérieure pour les mettre, donc les chaussettes pour les genouillères. À partir depuis, je crois que ça fait 2 mois qu'ils l'ont intégré, les genouillères sont autorisées à être mises avec des chaussettes. Donc c'est bénef et il faut en profiter parce que les salles de chauffe où il fait 30 degrés, c'est pas trop agréable. Bam, bam, bam. Et là, on arrive sur la meilleure partie du cours. Non, en vrai. Alors, il faut savoir déjà pour qui j'ai écrit ce petit cours. Moi, je l'ai écrit pour les gens qui ne savent pas forcément faire la différence entre le matériel que l'on trouve un peu partout, le matériel en compétition, mais également, je l'ai écrit pour avoir des tips concrets sur le matériel que l'on a et comment faire pour s'adapter. Avant de commencer, je voulais déjà donner une règle qui, pour moi, est la règle numéro 1. Il faut savoir s'adapter à tous les types de matériel que je vais énumérer ici. Le jour J,
en compétition, on a tous le même matériel. Donc, c'est à nous d'être prêts. On n'a pas à se plaindre. On doit trouver des solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire entre guillemets, chouiner sur le matériel le jour J, ça n'a absolument aucun intérêt. Parce que de toute façon, même si vous perdez à cause du matériel, eh ben, votre concurrent qui lui a gagné avec ce même matériel. Vous allez le voir. Vas-y, baisse celle d'après. J'ai voulu du coup évidemment mettre une petite citation de Churchill. Et sur Churchill, même si c'est un peu un naze, puisqu'il a fait des choses pas très cool, mais il a quand même dit une phrase qui est intéressante. Il a dit « Il ne sert à rien de dire « Nous avons fait notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire ». Et j'ai mis une photo de lui qui dit « No sport », parce que le powerlifting, c'est pas du sport. Donc du coup, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est pas de chercher, encore une fois, des excuses, mais des solutions et de pouvoir pratiquer au mieux, que ce soit à l'entraînement, donc dans une salle où on a du matériel de mauvaise qualité, ou que ce soit en compétition le jour J. OK ? Très bien. Donc, du coup, j'ai fait une petite pyramide. Comme vous le voyez, je suis très fort en PowerPoint et en Canva. Donc, la petite pyramide ici, elle représente quoi ? Elle représente l'importance du matériel. Donc, en fait, le haut étant évidemment le plus important, le bas étant, entre guillemets, le moins important. Même si en vrai, le sol aurait pu être un peu au-dessus des disques, mais bon, ça, on va en discuter à part après. Le matériel le plus important pour moi, c'est la barre, mais de très très loin. C'est-à-dire que si demain vous avez une salle commerciale et que vous voulez investir dans du matériel, le premier élément à avoir, c'est une barre. Pourquoi ? J'ai hésité avec le banc, mais le banc ne concerne que le bench, alors que la barre, elle concerne les 3 mouvements. Une mauvaise barre, au squat déjà, c'est meurtrier. Exemple très simple, je crois que c'était vendredi, là, donc il y a 2 jours, j'ai fait un max au squat à Fitness Park Valence. J'ai pas pu faire plus de 310 parce que la barre, elle tord trop. Et en fait, à 310, c'est presque dangereux pour moi et pour les spotters, puisque la barre, en fait, elle risque de casser déjà. Les roulements commencent à s'user, mais également parce que, à cause du rebond, je perds complètement ma tension. Donc, en fait, cette barre-là m'empêche de faire mon max dans des bonnes conditions. Alors, vous allez me dire, oui, Malik, qu'on ne squatte pas 310. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, le truc, c'est que le grip, donc la barre qui glisse dans le dos au squat, c'est dangereux. La barre qui fait trop de whip, qui tord trop au squat, c'est dangereux. Et même les roulements, si les roulements sont mal faits, on en reviendra juste après, et que du coup, pendant votre squat, ça roule, et c'est aussi très dangereux. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus. Donc au squat, déjà, une mauvaise barre, c'est pas bien. Au soulevé de terre, je pense que vous avez également les informations. Le grip, on y reviendra juste après. S'il est mauvais, c'est pas bien. Deuxièmement, évidemment, si la barre, elle tord trop, ça dénature complètement genre votre mouvement et ça va complètement vous déranger là-dessus. Et également, d'ailleurs, même vos performances seront un peu faussées. Donc là, on y rajoute après également. Et au bench, là, pour le coup, c'est surtout les roulements qui vont être très dérangeants, puisque si, lors de bench, les poids roulent sur les côtés, ça va vous déséquilibrer et vous risquez de perdre votre trajectoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, la barre, c'est clairement l'élément le plus important. Et si demain, vous devez investir, investissez sur une barre. Voilà, ça, c'est vraiment le numéro 1. Alors, 2, j'ai mis rack et banc. Juste par rapport au rack et au banc, c'est aussi très important. Comme je l'ai dit, c'est moins important parce que le banc va surtout jouer au bench. Donc ça, je pense que Samy, il s'y connaît, puisque c'est le roi pour se plaindre des bancs en story, et même en message privé, et l'ayant coaché, même en coaching. C'est l'horreur. Non, mais voilà. C'est l'horreur. C'est ce que j'allais dire aussi. J'allais dire, ça dépend beaucoup de votre technique, évidemment. Donc, selon votre technique, vous allez être plus ou moins influencé par le matériel, que ce soit barre, rack, disque, qu'importe. Mais surtout par rapport au banc, le banc, oui, la technique influence beaucoup. Et quand on parlera des bancs, j'en parlerai aussi plus en détail. En tout cas, les bancs, c'est le deuxième élément le plus important avec les racks. Les racks, en vrai, ça va, mais il y a quand même des types de racks qui sont plus durs que d'autres. J'ai quelques tips également à vous donner par rapport aux racks en compétition qui sont très larges, vous savez. Des fois, Eleco, c'est des racks qui sont assez, on va dire, fins, mais sur des rogues, par exemple, c'est très, très large et des fois, ça peut un peu gêner au dérack, on va dire. Voilà, ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Par rapport au disque, c'est en fait ce qui gêne presque le moins de tout ça. Et ça, je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais en fait, ce qui va surtout gêner, ça va être la densité. Et donc, le fait que la sensation, souvent, sera un peu plus lourde avec des disques calibrés. Mais en termes de poids pur et dur, si jamais vous avez une bonne barre, un bon rack, un bon banc, il n'y aura aucune différence vraiment notable avec votre comp, si ce n'est du ressenti.
Et le dernier, on y viendra également, mais c'est tout ce qui est sol. Et le sol, mine de rien, c'est très sous-estimé, mais je vous promets qu'un mauvais sol, pour avoir déjà fait des grosses séances sur des mauvais sols, ça change tout. Et voilà, que ce soit en termes de glissade ou en termes de mou, vraiment, ça peut tout défoncer. Par rapport au disque, donc, comme j'ai dit, c'est pas si important que ça. Un jour, je me suis amusé à peser, on va dire, la plupart des disques que j'ai trouvés à Basic Fit et à Fitness Park. Donc, j'ai fait dans les deux. Pour ceux de Valence, Basic Fit au Polbus et Fitness Park, il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est pas compliqué. J'ai pris une balance, j'ai pesé tous les disques de 20 et même de 10. Et en fait, en général, il y a 100 grammes de variation. Donc, un disque, et je parle bien des disques, hein, pas des disques, en caoutchouc, des bumpers, voilà, chercher le mot, des bumpers, par contre des disques en fonte. Et ben, ces disques en fonte-là, ils font environ 100 grammes de plus ou de moins par rapport au point indiqué. Donc, par exemple, un poids de 20 va faire 19,9 ou 20,1. OK? Donc, ce n'est pas si important que ça en termes de différence. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est la différence sur la sensation, puisque, bah, vous le savez, plus un élément est dense, plus eh ben, il semble lourd, même s'il fait le même poids. C'est un peu la blague, c'est quand t'es gosse, qu'est-ce qui est le plus lourd entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb? Et on dit, bah, 1 kilo de plomb, eh ben non, ça fait tous les deux 1 kilo. La réalité, c'est qu'évidemment, le 1 kilo de plomb paraîtra toujours beaucoup plus lourd que les 1 kilo de plume, si tant est que les 1 kilo de plume, bah, tu puisses les porter vu le volume que ça représente. Ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Mais du coup, la vraie différence, elle est là. Donc, c'est pas si important. Ce qui va être important, ça va être les barres. Donc voilà, c'est une vraie sensation. Par rapport au sol également, les sensations vont beaucoup fluctuer. Ça, pour le coup, c'est une réalité qu'il faut qu'il faut prendre en compte et qui peut être très dérangeante. Souvent, dans les salles, on a des sols, surtout dans les salles un peu commerciales, des sols qui sont un petit peu, vous savez, j'ai perdu le mot. Vous savez, pour que ça fasse pas trop de bruit, pour que ça ne gêne pas trop. Amortir. Pour amortir, merci Samy. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, Samy, parce qu'il trouve des mots quand on n'a pas les mots. Donc, pour amortir les chocs. Le truc, c'est qu'en fait, ces dalles-là qui amortissent les chocs amortissent également l'énergie. Donc, en fait, l'énergie que vous allez mettre dans le sol, quand vous poussez par exemple, au squat, et là, vous allez perdre un tout petit peu de force aussi, et même vous sentir un poil moins à l'aise. C'est pourquoi ça peut beaucoup jouer. Une des solutions, même si c'est compliqué à mettre en place, moi, quand j'étais dans une salle, mais là, je vous parle de quand j'avais 12-13 ans, dans une salle à Briançon, une salle associative, eh ben, je me ramenais avec une planche en bois pour le mettre sous moi au squat. Je ne recommande pas de le faire parce que vous allez juste passer pour un fou psychopathe. Et je pense qu'à Basic Fit, on ne va pas vous prendre, on va vous virer en fait, un peu même à Fitness Park. Hein. Mais c'est une solution qui existe dans les home gym par exemple, parce que un sol dur est égal une meilleure répartition de la force, un meilleur transfert, une meilleure utilisation des jambes, bref, tout en mieux. Donc voilà, ça c'est hyper important par rapport au sol. Et même lorsque vous êtes par exemple à Basic Fit, vous savez, les espèces de racks, vous avez une plateforme en bois, à privilégier de pousser dessus. Le problème par rapport au soulevé de terre, et là aussi c'est un peu le deuxième souci des choses qui amortissent, c'est que vu que ça amortit, si vous mettez lourd au soulevé de terre, la barre sera légèrement en déficit. Voilà. À Fitness Park, on a le problème, c'est que toutes les dalles qui amortissent les poids, au milieu, il y a une zone en bois où on peut pousser dessus, mais vu que sur les côtés, ça amortit, les barres sont en fait rabaissées. Donc, en fait, vous êtes en déficit. Donc, vous passez à du soulevé de terre déficit, ce qui évidemment n'est pas du tout l'objectif. Donc là, c'est encore un autre problème. Ce qui évidemment fait chier. Mais bon, là, pour le coup, c'est comme ça. Par rapport au glissement, oui, moi, je fais des cours qui sont très, très, très importants avec beaucoup d'informations parce que j'ai beaucoup de connaissances à apporter. Bref, donc par rapport au sol et au glissement. Donc les sols, c'est très simple. Il y a des sols qui glissent, des sols qui ne glissent pas. Les sols qui glissent, il faut savoir correctement gérer ça. Souvent, ce qui fonctionne, c'est l'eau. L'eau sous les pieds, ça amortit beaucoup les glissades, surtout sur la moquette, par exemple. Après, il y en a qui ont trouvé des subterfuges comme Samy avec des tapis bizarres ou autres au bench. Pourquoi pas? Mais en tout cas, le minimum, c'est au moins d'avoir le pied un peu humide, d'essayer de ne pas trop glisser. Au soulevé de terre sumo, ça peut être très, très dangereux, hein, vraiment très, très dangereux. Et vous pouvez en fait simplement vous déchirer un adducteur sur une mauvaise glissade. Ça, pour le coup, ça à prendre en compte. Tu peux faire la slide. Matériel de pratique. Là, on va parler des barres. Parce que les barres, c'est hyper important. Et j'ai précisé en bas, vous pouvez le lire. Vous avez de la chance, je vous passe les côtés chiants, PSI, etc. Parce qu'évidemment, si vous voulez faire le mec chiant et un télo, j'aurais sorti la liste IPF de tous les règlements sur les barres.
PSI, machin, tout ça. Mais je vous laisse aller checker ça de votre côté avec un maximum voilà, de curiosité, d'intelligence. En tout cas, de mon côté, je vous parle des grosses différences. Déjà, on a plusieurs types de barres. On a les barres de force, donc barre Eleco, barre Rogue, mais la Power Bar, tout ça. On a les barres d'altéro. Attention, barres d'altéro. Il y a deux barres d'altéro. Il y a les barres hommes et les barres femmes. Faites gaffe, parce que moi, une fois, j'étais à la salle, j'ai vu un gars me dire « Ouais, j'ai fait un PR et tout, PR plus 5. » Je dis « Ok, cool, regarde la barre, je vois que c'est une barre de 15 kilos. » Je fais « Non, en gros, on n'a pas fait un PR plus 5. » Voilà. Donc ça, il faut le savoir. C'est que si vous êtes dans une salle d'altéro, ne prenez que les barres altéro hommes, sinon, ce ne sera pas le bon poids. Également, il y a les barres de CrossFit qui sont en fait souvent un mix entre les barres d'haltérophilie et de force. Souvent, en salle commerciale, on a ça. Donc, c'est mieux que les barres d'haltéro, mais c'est moins bien que les barres de force. On a les deadlift bars, des barres qui sont inexistantes en IPF, mais qui existent dans beaucoup de compétitions. C'est des barres qui sont beaucoup plus longues et qui vont beaucoup plus tordre. Donc, c'est pour faire des grosses barres au soulevé de terre, mais ça n'a aucune utilité pour nous en IPF. Et on a les barres classiques / olympiques, qui sont les barres que l'on retrouve à peu près partout, on va dire dans les salles de sport. Voilà. Les différences, elles vont se trouver où? Les roulements, encore une fois. Les barres d'haltéro, vu qu'on a des mouvements de ce style-là, on va chercher derrière la tête. En fait, les roulements sont assez puissants pour justement pouvoir suivre les gros mouvements. Par exemple, pour CrossFit, c'est la même chose. Souvent, les roulements sont plus forts. Alors que pour une barre de force, les roulements sont assez faibles. Et en général, les poids ne vont pas rouler, voire même pas du tout, en fait. Très peu, voire pas du tout. La longueur change beaucoup. Deadlift bar, elle est très longue. Barre d'haltéro femme, très courte. Le mou, également. Hein. Barre d'haltéro, vu qu'on va chercher des gros mouvements, elle va être beaucoup plus molle, alors que les barres de force, évidemment, beaucoup moins. Deadlift bar, c'est la même chose. Hein. La barre va être beaucoup plus molle comparée à la barre de force. On a la solidité, car effectivement, une barre classique olympique, comme je l'ai dit, ne supporte pas les mêmes charges qu'une barre de force. Exemple, mon squat à 310. Exemple numéro 2, bah, vous prenez une barre d'haltéro femme, vous mettez 400 kg dessus, je pense qu'elle casse. Voilà, simplement. Et puis, on a, alors là, attention, le grip / le knurling. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Également, je vous passe les côtés chiants. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de knurling, okay, que je ne vais pas détailler ici. Il y en a qui ont été brevetés par Eleco, d'autres qui n'ont pas été brevetés, qui sont utilisés par plusieurs marques, mais étant quand même, aimant quand même le travail bien fait. Protein Slide, je vous ai fait un récapitulatif avec ChatGPT des différents types de knurling. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de montage, en fait. Par exemple, vous voyez, j'ai pris les barres les plus connues, hein, les plus utilisées en IPF, et une barre classique. Mais comme on voit, Eleco, ils ont ce qu'on appelle un moltage breveté. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont les seuls à l'utiliser. C'est pour ça que les barres de compétition Power Bar et Eleco sont très différentes des autres, parce que c'est un grip très différent, puisque c'est les seuls à les avoir. Donc, en fait, ce qui va changer, ça va être les pics. Vous savez, au niveau du grip, il y a des petits pics. Et non, Fanny, c'est pas un truc avec un palais et un balai. Et Fanny, laisse-moi expliquer la chose là, s'il te plaît, parce que là, on compte les choses plus compliquées que ce qu'elles sont déjà. Le curling. Et en plus, c'est le cœur. Bon, bref, écoutez. Alors, donc en fait, c'est les picots. Vous savez, il y a des picots. Et en gros, il y a différents types de picots selon les barres et selon le grip. Vous avez par exemple des picots qui vont être très pointus. Et puis, au contraire, certains qui vont être légèrement arrondis, un peu comme un volcan, vous savez. D'autres qui vont être légèrement arrondis, mais sur l'extérieur. En fait, ça va être très, 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 très. Même certains en forme de diamant, comme la Leoco, par exemple, qui du coup vont être beaucoup plus adhérents, vont beaucoup plus se planter dans la peau. Là, c'est des choses qu'il faut prendre en compte selon les différentes barres. Il y a des grips qui vont plus ou moins vous correspondre. Moi, je sais que mon grip préféré, c'est le Rogue. Le Rogue, je lâche jamais les barres. Même quand j'avais un mauvais grip, je ne lâche jamais une Eleco. Alors que une Rogue, pardon, alors que les Eleco, je les lâchais assez souvent. Pour les Leoco, c'est vraiment pour moi le plus dur, même s'il y a marqué modéré en termes de type. Je peux vous dire, il y a marqué plus doux que Eleco, mais je peux vous dire que Nour pourra confirmer, étant allé à l'ESSM, une Leoco, il n'y a rien de plus puissant que ça. Merci Samy pour la démonstration. Comme vous le voyez, il y a des grosses différences en fonction des différentes types de knurling. Je peux confirmer, la Leoco, elle accroche très très bien. Surtout quand vous avez non, mais vraiment. Là, on voit sur la photo la différence, surtout sur la sortie des pics. Donc, il y en a une qui est plutôt
Voilà, et une qui est plutôt plate, plus plate. Voilà. Mais c'est hyper important de le savoir parce que même si là, ça paraît un peu anodin, bah, en fait, vous avez forcément des petites différences en termes de ressenti, mais aussi en termes de D'usure. grip. Comment? Et L'usure d'usure, aussi. Si c'est quelque bien chose qui est sûr. plat, il va juste s'affaisser. Que s'il y a plusieurs courbes, ça va prendre plus de temps avant de s'user vraiment pour que ça soit inexistant. Mais Exactement. non, c'est vraiment intéressant. Pour l'achat d'une barre aussi. Oui, pour l'achat d'une barre, bien sûr, c'est vraiment hyper intéressant. Et ça, pour le coup, même si je voulais passer, si vous achetez une barre, je vous conseille de faire attention au type de moltage et aussi, bah, du coup, à toutes les caractéristiques autres, donc PSI, etc. Parce que pour le coup, ce sera des données qui seront très, très, très importantes. Par rapport aux salles commerciales, ouais, dis-moi. Ouais, non, si vous voulez revenir derrière sur l'achat de matos, vu que je viens d'acheter pour un home gym, on peut en discuter avec grand plaisir derrière. Ouais, Voilà. bon, ok, cool, cool, trop bien. Juste par rapport du coup aux barres de salle commerciale, il faut avoir conscience que du coup c'est des moltages qui sont plutôt arrondis et pas très. En fait, c'est pas fait pour la performance parce que c'est fait pour correspondre à Monsieur, Madame, tout le monde, à Papy qui vient faire sa séance le samedi matin. Donc, ce sera pas très agressif comme grip et souvent vous aurez du mal avec ça. À Fitness Park, on conseille quand même des fois de prendre une barre plutôt de CrossFit. Nous, c'est ce qu'on a et c'est très très bien au niveau du grip. Le grip est très agressif, d'ailleurs, c'est un grip Rogue qui a vraiment les mêmes caractéristiques d'une OYO Power Bar en termes de grip, puisque je me suis renseigné sur la barre qu'on a à Fitness Park et les caractéristiques sont très proches. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. Il faut le savoir. Info importante. Le seul problème de la barre qu'on a, nous, à Fitness Park, c'est que le grip au milieu n'est pas bon. Il n'y a pas de grip du tout. Donc, au squat, je ne peux pas l'utiliser. Mais au soulevé de terre, je kiffe. Vraiment, je kiffe, je surkiffe. Voilà, donc ça c'est hyper important par rapport au clearing. Pourquoi la barre est plus chiant important? Donc comme ça je vous l'ai dit juste avant, on a la mise en page, elle est terrible. La mise en page, elle est terrible. Donc je sais pourquoi la barre est plus chiant important avec du rouge, très rouge. Simplement parce que, bah, en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a le grip, il y a le fait que la barre va beaucoup plus slacker ou pas, entre guillemets, du moins beaucoup plus tordre, la longueur, beaucoup de choses qui changent, aussi les bagues selon le bench, ça peut tout chambouler, et il faut avoir un bon repère. Donc la barre, c'est plus important, et encore une fois, je le répète, s'il y a un seul élément qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez acheter du matériel, déjà, le premier élément, c'est la barre, toujours la barre. Par rapport aux différents types de bancs, là, je pense qu'on a tous des expériences un peu différentes selon nos compétitions ou nos pratiques. Moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs types. On va avoir les types. Alors, il faut savoir un truc par rapport à juste au type de banc. Donc, il y a des bancs qui sont plus ou moins mous, plus ou moins larges également et plus ou moins hauts. Ce qu'il faut vraiment savoir, et ça c'est très important, c'est qu'avant, on avait ce qu'on appelait des fat pads avec Rogue, par exemple, et ça a été interdit de mémoire. Maintenant, Rogue ont changé leur fat pad et ça n'existe plus tellement. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que on a un fan de Minecraft qui nous a rejoint. C'est que c'est que Eleco ont sorti un nouveau banc qui se rapproche plus du fat pad que entre guillemets ce qu'on avait avant. Et l'anecdote du banc Eleco, c'est que avant le banc qu'on connaissait tous, qui était vachement dur, on avait un banc qui était plus ou moins classique. En 2020, ils ont choisi de changer de banc. On a eu un stage équipe de France, qu'à l'époque, j'étais en équipe de France, plus qu'aujourd'hui, il faut le savoir. Et quand j'étais au stage équipe de France, il y a l'équipe Eleco France, pas n'importe qui, l'équipe Eleco France, qui sont venus en personne nous présenter le banc et qui nous ont dit, alors, vous kiffez, vous auriez vu le froid que ça jetait quand tout le monde a dit, ah non, on déteste. Et c'est pour ça que l'année, vraiment 2020, l'année où ils ont sorti leur banc, ils ont déjà commencé à retravailler sur un nouveau banc. Et c'est pour cette raison-là qu'en 2023, un nouveau banc est sorti et que maintenant il est devenu le banc le plus normal, quoi, le banc classique. Parce que vraiment, tout le monde a dit, c'est vraiment de la merde ton banc. Et du coup, voilà, c'est l'anecdote. Par rapport aux différents types de bancs également, du coup, Samy te rappelle aux France, c'était un banc qui était plutôt dur, plutôt bas. Je pense que ce serait intéressant que comme ça, vous parliez peut-être un peu de vos ressentis par rapport au banc. Surtout toi, Samy, qui est un bencher spé, quoi. Bah, en fait, ça va dépendre aussi de est-ce que vous faites des compétitions, dans quelle région, dans quelle compétition aussi, savoir ce qu'il y a comme banc sur le lieu. Parce que nous, en région, c'est un banc Paligny en cuir tard les anciens. Donc, la personne qui passe le matin à 10h sur son bench et la personne qui passe à 17h, c'est la différence de grip, elle est énorme. Parce que le banc, bah, il va y avoir beaucoup plus d'accumulation de magnésie, etc. Donc, en fait, il faut surtout s'y habituer et avoir aussi, moi, je ne veux plus voir de magnésie au niveau des fesses, hein. C'est inutile déjà pour un banc.
mais j'ai passé ma petite punchline ici. Mais en fait, ça va être surtout où vous vous entraînez et sur quoi. Sur du fitness pack, on est vraiment bien. C'est ce qui se rapproche le plus sur du Eleco actuel. Mais il faut savoir que sur du Eleco actuel, maintenant, il n'y a que au monde. Il n'y a plus en France, il n'y a plus aux Europes. Donc, c'est pas forcément quelque chose de bon. Mais ce qui est bien, c'est que dans certaines régions, comme je sais, dans la région de Montpellier, ils ont des pads Eleco pour les compétitions. Donc vraiment, dès que vous êtes inscrit, n'hésitez pas à envoyer un message à la région ou au club qui fait la compétition pour leur demander. Parce que même si c'est juste que pour du confort, mais au moins vous ne serez pas déstabilisé dès votre opener. Ouais, moi je serais aussi curieux, Nour, je vais prendre un parti, que tu nous parles du fait que tu rehausses tes pieds sur le banc, parce que c'est vachement intéressant et on parle de la hauteur du banc. Et la hauteur du banc, en fait, joue un rôle crucial. On l'a vu avec Eliam qui a sorti une théorie sur pourquoi j'étais meilleur que lui. Mais, mais en fait, c'est juste, entre guillemets, aussi intéressant d'en parler. C'est que la hauteur de banc va beaucoup jouer aussi sur la performance. Donc, Nour, on t'écoute 5 minutes si tu veux. Allez, let's go. Alors moi personnellement, je m'entraîne à Fitness Park du coup sur le banc dont Samy a parlé et c'est le banc, c'est vrai, qui se rapproche le plus en termes de sensations que le nouveau Eleco. Surtout, c'est pour, la hauteur de banc. Je trouve que le banc est trop haut, celui de Fitness Park, par rapport à celui de compétition. Enfin, j'ai l'impression que ça m'impacte pas tant quand je bench sur un banc qui est plus bas que celui de compétition, que quand je bench sur un banc qui est plus haut que celui de compétition, tu vois? Genre par exemple, En vrai, c'est intéressant de mesurer. Ouais, c'est vrai, ce serait intéressant de le faire. Par exemple, je me suis déjà entraînée à Honor et le banc est beaucoup plus bas que celui de compétition et plus petit aussi. Donc moi qui est petite, ça va pour la longueur du banc. Mais par contre, le fait qu'il était plus petit, ça m'a pas tant impacté quand je suis repassée sur un banc de compétition. J'étais en mode, bah c'est ok. Alors que l'inverse, avant, je benchais 100 disques sur celui de Fitness Park. Quand je suis passée sur le banc de compétition, là, franchement, ça a piqué parce que le banc, bah, du coup, est un poil plus bas. Mais moi, j'ai senti la différence. Donc personnellement, je les mets et c'est OK quand je repasse sur Ouais, du bah en vrai, ce compétition. serait cool de le mesurer. Comme ça, moi, je peux comparer avec celui de ma salle, etc. et celui que je vais Ouais. recevoir au Home Gym. Donc, Mais au moins, on peut tout voir. le fait d'avoir un banc plus bas, qu'est-ce que ça. Enfin, sur quoi vous sentez une différence? Parce que personnellement, je peux sentir une différence sur l'activation de mon leg drive. Vous voyez? Ouais, Genre mes jambes, pareil. du coup, sont un peu plus en arrière. Et du coup, je peux avoir un meilleur leg drive. Et du coup, même une meilleure extension thoracique. Ceci étant dit, après, c'est aussi parce que j'ai une taille, entre guillemets, passe-partout, tu vois. 1m77, donc en fait, je suis passe-partout. Et je suis pas non plus dans un gabarit où soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Du coup, le fait est que j'ai pas une grosse différence, moi. Genre, moi, selon la hauteur du banc, ça va pas tout changer. À Honor, compétition, fitness park, je me sens à l'aise à peu près partout. Ce qui, moi, va changer, ça va être la largeur du banc. Si le banc est trop étroit, j'arrive pas à passer les épaules. Il faut que le banc soit plus large. Sinon, je le placerai pas bien, tu vois. Mais Et même vas-y, pour la vas-y. dureté, hein. Même pour la dureté, si le banc est trop dur, genre, tu vois, vraiment, j'arrive pas à m'enfoncer dedans et du coup, je me place pas bien. Moi, un banc, pour moi, qui est parfait, c'est un banc où j'arrive à m'enfoncer dedans, avoir les épaules vraiment enfoncées à fond, et un banc où je peux aussi, au niveau de la largeur, bien placer mes épaules. À partir du moment où mes épaules sont enfoncées et bien placées, le reste, c'est si le sol ne glisse pas, c'est que du secondaire. Mais la hauteur de banc, ça joue aussi par rapport à la technique. Moi, vu que j'ai une hanche un peu plus large et que je mets mes stance un peu larges, donc je peux aller chercher un peu plus loin et un peu plus bas que Nour, qui est un peu plus serré, qui a une hanche un peu plus serrée. Donc en fait, ça va s'impacter et ça va être bloqué par le banc. Donc elle pourra aller moins chercher la profondeur. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, là, les amis, c'est que la phrase les différents types de bancs, ça fait vraiment genre podcast Norman, les différents types de profs. Vous avez capable Reste de- concentré, Ouais, Malik, ouais, ouais, reste reste concentré. concentré un petit peu, s'il te plaît. Ah, mais Non, moi, je suis ouais. concentré. Sinon, pour le leg drive, ouais, vraiment, moi, je sens une grosse diff par rapport à la hauteur du banc. Par exemple, j'ai testé le Maniac et je trouvais qu'au niveau hauteur de banc, c'était vraiment bien. Genre, tu vois, je me suis bien sentie. Et puis même, le fait que le banc glisse, je te jure, le fait que le banc glisse, ça me permettait de bien me placer et tout ça dessus et je me sentais plus à l'aise. Tu vois, Moi, il je peux te dire glissait, qu'en mais pas France, trop. tu aurais vu la gueule de Samy quand il a vu le banc. Ah, Ah, je te je jure, sais. On c'est n'a pas le même magnifique. avis, c'est pour ça. Après, Mais lui, tu il est en vois, sync, hein. C'est différent aussi. Il n'a pas la même la technique. différence, c'est que les femmes sont passées le premier week-end, le banc était neuf. Donc c'était une hécatombe. Parce qu'il était tout neuf, il glissait, etc. Que moi, je suis passé, avec Malik, on est passé le dernier jour, il a été poncé le banc et c'était plus agréable. Par contre, le sol, ils n'ont jamais passé l'aspi en 2 semaines. Moi, Donc, personnellement,
je reviens à ce qu'a dit Winston Churchill ou à ce que j'ai dit moi. Matériel, pas matériel, j'ai fait record du monde. Tu vois ce que je veux dire? Officieux. Officieux, mais je l'ai Parce fait. que là, Je l'aurais officiel, fait. tu peux pas le faire cette saison. Et Ah, il pas tape là où ça mal. fait mal, hein. Si, je peux. Ah, si, je peux. Je peux parce qu'en théorie, je peux aller aux Europes. C'est moi qui dis non, mais je peux aller aux Europes. T'as qu'à faire l'Arnold que t'as fait Ça l'année va dernière. aller. Ça va aller, merci. Ça va. Et en plus, c'est déjà passé. Hein. C'était le Ah 13 merde. juillet. Ouais. En tout cas, voilà. Et par rapport au rack, parce que du coup, on va quand même essayer d'avancer par rapport au rack aussi, c'est que comme j'ai dit, il y a des racks qui sont très larges et des racks qui sont très fins. Les racks qui sont très fins, c'est cool. OK, faites votre vie. Les racks qui sont plus larges peuvent être très gênants, notamment sur le dérack. Hein. Au squat, vous êtes là, vous déraquez, vous faites un pas, un deuxième, et des fois, le poids vient taper, bam, contre le rack. Ce que je vous conseille de faire, c'est du côté opposé à votre premier pas, vous le rentrez. Donc, si par exemple, vous déraquez, vous faites un pas droit, un pas gauche, et bien du côté gauche, vous rentrez. Ce qui vous permettra de ne pas taper dedans. Voilà. C'est une petite astuce cadeau. Voilà. Salut Thomas. Thomas. Voilà, astuce cadeau. Est-ce qu'on va passer à la suite de mon reference? Ouais, let's go. Donc là, Ah, ça c'est va pas être moi, ça y est. du coup Merci à tous. on va aller sur le matériel en plus pour s'entraîner qui n'est pas obligatoire. Ça va être du coup la magnésie. Dans une salle commerciale, la magnésie n'est pas forcément autorisée, mais du coup, au moins la liquide. La liquide, ça permet d'en avoir partout, ne pas en mettre partout, et elle colle bien aux mains, il n'y a pas besoin d'en remettre à chaque série. Mais par contre, elle a des points faibles. Vu que c'est de l'alcool qui est mélangé avec du magnésium, elle va venir assécher les mains et donc ça va les abîmer beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'en salle associative ou les salles power, on met vraiment de la magnésie en poudre parce qu'il va y avoir un meilleur grip. Elles vont moins abîmer les mains et du coup, ça va être plus utile. Par contre, ça va en mettre entre guillemets partout parce que c'est assez volatile. Derrière, on a le petit banger que j'ai trouvé, c'est la magnésie invisible pour les salles commerciales. Il y a certaines salles commerciales, comme chez moi, où on n'a pas le droit de mettre de magnésie du tout. Donc, ça permet d'en avoir sur les mains. Par contre, c'est un peu moins fort que la classique. Ça sèche un petit peu plus que la classique aussi, parce qu'elle a été revisitée. Mais par contre, ça a un bon grip. Et franchement, c'est un banger absolu pour les salles où il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. De toute façon, j'enverrai le lien et c'est dispo sur Amazon. Vous mettez magnésie invisible. Et à la base, pour la petite anecdote qui a fait rire Malik, c'est que ça vient du pole dance. C'est parce que du coup, ils ont besoin de ne pas laisser de traces sur la barre. Et donc, J'aime ça. ils ont inventé ça. À quand une session pole dance, Sally? Tu veux mon chirurgien de mon épaule qu'on l'appelle maintenant ou pas? Vas-y, je suis chaud, mec. Ou sinon tu prends un maçon pour qu'il refasse le plafond. Moi, je pense avec Parce que Mehdi Sahari. Et bon, je parlerai pas de Malte en septembre. Donc derrière, les sangles de tirage. À quoi ça sert? D'abord, pour les personnes qui sont au grip, de délaisser un petit peu vos pouces. Pour les personnes qui ont les mains moites et du coup qui n'ont pas du tout le droit à la magnésie et qui n'ont pas encore de magnésie invisible, ça peut vous aider. Ou même pour la fatigue prématurée de vos avant-bras, ça peut être très intéressant. Moi, là où je vais vous le conseiller davantage, ça va être pour le renforcement, que ce soit de vos ischios et de vos jambes, que ce soit RDL, fente vulgaire, etc. Ça vous permet de délaisser l'avant-bras pour travailler un maximum vos muscles voulus, mais aussi pour les tirages. Donc, pour le grand dorsal, les trapèzes, etc. Ça va pouvoir délaisser l'avant-bras, délaisser les biceps pour travailler vraiment la zone ciblée. Derrière, pareil, on a 3 versions. La version en 8, c'est celle qui sera le plus lâche, parce qu'on a juste à mettre la barre au milieu et refermer de l'autre côté. Donc, c'est très rapide à utiliser, mais par contre, ça crée une amplitude supplémentaire. Donc, pour du TER ou du RDL, ce n'est pas forcément nécessaire, parce que ça crée une instabilité, et du coup, ça réduit votre amplitude, donc c'est moins utile pour votre TER. Par contre, pour faire du tirage, c'est top, parce que du coup, vous aurez plus d'amplitude de travail. Derrière, la classique, on enroule autour de la barre. On a très peu de jeux, donc c'est vraiment top pour du soulevé de terre. Et pour nos amis crossfitters, les maniques, pareil, on a juste à faire un petit tour. Et du coup, là, ça enlève pas 100% du grip, mais ça vient délaisser d'à peu près 50%. Et franchement, c'est assez utile parce que ça prend bien au poignet, ça ne laisse pas des traces. Donc, en fonction des salles, en fonction de vos préférences, je vous laisserai en juger. Mais si c'est que pour des renfos, prenez-les en 8. Elles sont trop faciles et elles ne s'abîment pas du tout. Ou sinon, si c'est vraiment pour votre terre, pour délaisser votre hook ou vos avant-bras, je vous conseille les classiques.
Hop, du coup là, avec Nour, il va y avoir une petite bataille entre le Whoop et l'Apple Watch. Nour va vous expliquer en quoi consiste le Whoop. Et moi, je vais vous amener les points faibles et les points positifs et les points négatifs de l'Apple Watch par rapport au Whoop. Alors, le Whoop, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un capteur que vous avez et que vous portez H24. Ça veut dire tout le temps. Et vous allez me dire, ouais, mais comment je recharge ça? Parce que là, je le porte actuellement. Bah, vous avez une petite batterie. Bon, là, je ne l'ai pas sous la main, mais vous la mettez ici. Et en fait, bah, du coup, ça charge votre capteur. Et donc, vous n'avez pas besoin de l'enlever. C'est pour ça que vous le portez H24. Et ça passe sous l'eau, du coup, ça ici. Et la batterie ne passe pas sous l'eau forcément. Donc vous l'avez tout le temps et ça vous donne des données assez précises parce que justement vous ne l'enlevez pas et qu'il n'y a pas d'écran ici qui vous dérange pour le sommeil, etc. Donc en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert, nous, en tant que powerlifter ou en tant que sportif en règle générale? Bah, ça traque votre hygiène de vie. En fait, ça traque votre sommeil. Par contre, ça, c'est vraiment très, très précis, je pense, parce que ça traque toutes les phases de votre sommeil. Là, vous avez une petite photo sur le diapo. On voit pas toutes les phases de sommeil parce que c'était trop long, en fait, mais ça traque bien. Et ensuite, ça traque aussi votre stress, ok? Donc, tout ce qui fait partie de votre hygiène de vie, parce que vous savez, l'hygiène de vie, c'est le sommeil, l'activité sportive, et aussi votre stress qui impacte dedans. Et donc ça traque, comme j'ai dit, l'hygiène de... Enfin, aussi, pardon, l'activité journalière. Donc, quand vous faites de la marche, quand vous faites une activité sportive, quand vous faites votre séance aussi, vous pouvez la rentrer dedans et vous pouvez aussi la mettre en live. Donc ça prend vos BPM, votre stress, etc. Grâce à tout ça, en fait, ça prend en compte votre effort fait au cours de la journée. Donc par exemple, si vous avez fait beaucoup de marche, une grosse séance, bah ça va être pris en compte et donc ça va dire par rapport à votre nuit suivante si vous avez récupéré suffisamment ou pas le lendemain. Donc ça, c'est intéressant et ça vous donne un pourcentage de récupération. Après, c'est pas précis à 100% dans le sens où, par exemple, c'est plus pour l'activité cardiovasculaire. Si vous faites une grosse séance de power, bah peut-être que l'effort donné dessus, il va être pas aussi élevé que la réalité. Donc peut-être que l'effort fourni dans votre séance va être plus élevé que ce qui est écrit dessus. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais globalement, ça vous donne une idée de votre récupération. Donc du coup, de si vous avez récupéré suffisamment par rapport à votre sommeil, à la façon dont vous avez mangé aussi, ça impacte et tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec le Whoop, par exemple, il ne faut pas se fier tout le temps à ce qui est écrit. Exemple, si vous voyez, vous ouvrez votre Whoop, vous l'avez et c'est écrit ouais, j'ai récupéré à 12%. Vous vous levez le matin et c'est samedi, le jour du gros SBD. Tiens, tiens, tiens. Vous avez un SBD, RPE 9 à faire, etc., des PR prévus. Et là, vous voyez 12% et vous dites ah mince, j'ai 12%, ça va mal se passer, c'est sûr, je suis pas en forme. Ça, faut faire attention parce que si c'est une seule fois, tu vois, dans la semaine où ça t'arrive, juste pile à ce jour-là, c'est pas très grave. Il se peut que bah là, ça ait aucun impact sur ta performance du jour J et qu'en fait tu le sentes pas réellement et que malgré que tu aies mal récupéré, bah qu'en fait tu sois super fort et que tu puisses faire des PR énormes. Donc faut doser par rapport à ça et ça, faut se dire ok, j'ai 20%, mais ça veut rien dire, je vais quand même m'impliquer à 100% dans ma séance et on va voir ce que ça donne. Et après, si vous voyez que ça s'est mal passé et que toute la semaine vous avez eu des 20%, 30%, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à modifier dans votre récupération, soit au niveau du sommeil, soit au niveau de l'alimentation, ou quelque part quelque chose à améliorer. Donc ça, c'est bien aussi parce que vous savez sur quoi vous pouvez vous améliorer et ça vous donne un peu des indications. Par contre, ça, c'est le petit vice dont je viens de parler, il faut faire attention, il faut juste prendre du recul par rapport à ça. Donc, en vrai, le Whoop, je le recommande si vous voulez faire très attention à votre hygiène de vie et si vous voulez passer un step au-dessus. Je ne le recommande pas forcément pour un débutant parce que quand vous débutez la force, bah, le plus important, c'est l'entraînement en soi-même, en lui-même. Donc, vous vous concentrez vraiment sur bah, votre entraînement, vous impliquez, appliquer les retours techniques de votre coach, etc. Ça, c'est le plus important. Et c'est plus pour un niveau intermédiaire et un peu plus poussé si vous voulez vraiment traquer votre récup. Et par contre aussi, point un peu négatif entre guillemets pour certains, c'est que c'est un abonnement. Ça veut dire que c'est genre 30 € par mois si vous prenez pour les 6 mois et un peu moins cher si vous prenez à l'année. Donc ça peut revenir cher. Donc voilà, moi personnellement, je suis satisfaite du produit, mais comme j'ai dit, ça correspond pas forcément à des débutants. Voilà. Et si Malik, tu veux rajouter autre chose, vu que Malik a aussi le Whoop, s'il veut rajouter deux, trois choses, tu peux. Yes! Moi, je l'ai depuis plus d'un an, hein. Ça y est, ça fait plus d'un an T'es un et ancien. je tiens à dire que j'en suis vraiment content. En fait, c'est un truc pour moi, hein, selon moi, qui est
utile si on est prêt à faire des efforts pour améliorer son hygiène de vie. L'avoir ne suffit pas. C'est-à-dire qu'avoir un Whoop, ça fait pas de toi un super-héros qui d'un coup a des pouvoirs et récupère mieux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir en temps réel si jamais on est dans dans un bon état de forme, si on a bien récupéré. Moi, ce que je kiffe avec le Whoop, et c'est vraiment ça le plus, je sais pas où est-ce que je le vois ça normalement, mais c'est en fait la fonction journal où, je sais pas, nous, toi, tu le fais, mais tous les Ouais. matins, tu remplis des habitudes. En fait, tu as après une corrélation entre des habitudes et ta récupération. Par exemple, ça peut être hier, j'ai une activité spirituelle, hier, j'ai lu un livre, hier, j'ai fait du sport, hier, j'ai fait ceci, j'ai mangé, j'ai bu plus d'eau, j'ai bu au moins 3 litres d'eau. Bref, en gros, plein de facteurs comme ça. Et en fait, ça va venir, entre guillemets, faire des corrélations positives ou négatives avec vos habitudes, ce qui des fois est vachement impressionnant parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire des choses où je me suis dit, ça c'est génial, et de voir que ça n'a absolument aucun impact. Et des fois, au contraire, me rendre compte que des petites choses toutes bêtes pouvaient avoir un super gros impact sur le stress, etc. Également, ce qui pour moi est intéressant, c'est la fonction de suivi d'entraînement, c'est de voir combien de calories environ j'ai brûlé, voir les zones cardiaques, voir la fatigue que ça m'a imposée. C'est vachement intéressant et franchement, moi aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en passer parce que à l'entraînement, c'est un banger, pour la récupération, c'est un banger, pour le suivi des habitudes, c'est un banger. Bref, c'est vraiment génial. Voilà, le seul point négatif que j'ai, c'est que bah, ça m'irrite un peu quoi. Avec le bracelet, ça m'irrite un peu et j'hésite à changer de bracelet parce que avec la sueur et tout, des fois ça peut faire un peu mal. Faut changer régulièrement de côté quoi, mais c'est tout. Mais à part ça, c'est le seul point négatif que j'ai. Pour revenir à ce que tu disais, moi aussi, j'utilise le journal et honnêtement, c'est vrai qu'il y a des habitudes, je me disais: «Ouais, ça va vraiment changer quelque chose» et en fait, ça change rien. Genre vraiment, ça a aucun Ouais. impact et des petits trucs, vraiment basiques, hein, bah, en fait, ça impacte ta récupération donc voilà, ça, c'est intéressant et après pour le petit bracelet, moi, personnellement, j'ai pas de souci avec ça mais après peut-être aussi tu as des plus gros avant-bras aussi, je pense. Peut-être dû à Ouais, ça, je ouais. sais pas, Ou enfin je voilà. transpire plus aussi, c'est Ouais, possible, tu peut-être vois, que ça je irrite, transpire voilà. plus, que moi, je sais pas, je transpire pas trop des poignets. Voilà, Non, mais tu voilà. sais, quand je mets mes bandes de poignet par-dessus ou Ah que je ouais, mets mes. moi je les Vous savez que je décale, vais boxer, je le baisse tu juste un vois. peu et je mets là. Vous savez, quand je vais boxer, tu sais que je mets Ouais, mes bandes par-dessus et que pendant OK. 1 heure, Ah, je suis. tu mets des bandes de poignées au bench à l'entraînement par-dessus? Mhm. Ouais. Avant, je le Ça te mettais gêne ici, pas? mon whoop. Avant, je mettais mon whoop ici. Et en fait, j'ai perdu le truc. Genre, il y a 6 mois, j'ai perdu le truc, je sais pas où il est passé. Du coup, maintenant, je mets mes bandes de poignet par-dessus. Mais ouais, ouais, mais bon, ça change rien. Maintenant, ça change rien. Ça change rien du tout. Ok. Ok. Mais Bon, attends, juste, petit point marrant, c'est que par contre aussi, ce qui est vachement intéressant, et ça, j'aurais pas pensé, c'est qu'en fait, je peux suivre ma hype avec le Whoop. Parce qu'en fait, eh ben, je vous promets, il y a une corrélation entre les BPM et la Oui. hype qui est énorme. Et quand, par exemple, je suis dans une séance SBD un peu lourde, je vous jure que pendant mon temps de récupération, je suis à genre 160 BPM. Tu sais que moi aussi, ça Ouais. me le fait exactement. Genre vraiment, je peux mesurer ma hype par rapport à mon BPM. Si je vois que je suis à Mm. 100 BPM, je sais que bah là, il y a zéro hype et que voilà, je suis juste là, quoi. Et des fois, je monte sur mon terre, je vois 160, un truc comme ça. Je me dis, ah ouais, Non, c'est hyper quand même. impressionnant. C'est hyper impressionnant. bon, c'est le moment où je réponds avec mes mots. Mali, tu payes combien par mois? Non, alors moi, j'ai pris le Whoop 5.0 ou 4.0, je sais pas. Donc, j'ai la version dessus. Donc, je suis à 40 € par mois. Ok, donc on va faire 40 € x 12, 480 €. Mais c'est quoi Le cette prix d'une mentalité Apple de rat Watch. là? C'est quoi cette mentalité de rat là? Genre en mode, alors en fait, je En t'explique. gros, pour faire un topo, le Whoop, c'est moins de capteurs que l'Apple Watch, pas d'écran, mais une très bonne application. C'est ce qui manque sur l'Apple Watch, c'est qu'en fait, là, le Whoop va mettre en corrélation plein de choses qui vous demandent à la journée, etc., pour remplir, pour prendre vos habitudes, etc. Que l'Apple Watch, il vous donne ce qu'il donne, bah, ce qu'il le mesure, et c'est tout. Pas plus, pas moins. Parce qu'ils ne sont pas là c'est pas leur but, et pour l'instant. Donc, c'est ce qui manque à l'Apple Watch pour être en concurrence parfaite avec le Whoop, parce que derrière, en fait, ils ont tous les mêmes capteurs, ils ont même plus de capteurs sur l'Apple Watch. On a un écran, on a les notifications, on a tout. Mais on n'a pas l'application qui suit. Mais justement, c'est que moi, je veux pas de notification, ouais, je veux pas d'écran. En fait, c'est ça que vous C'est comprenez ça. pas, c'est que j'en veux C'est pas, un point moi. négatif aussi. C'est d'avoir Mm. une montre qui donne pas l'heure. Et aussi, un truc qui est important aussi pour moi, c'est que. Il a même pas répondu, Malik. De quoi? Non, mais c'est pas une montre, c'est un bracelet. Mais c'est Ouais, que. mais ça Non, dérange mais c'est pas vrai. pendant le sommeil au moins, quand tu Mais dors. c'est que. Non, mais chose importante, mais c'est que par exemple, pour recharger l'Apple Watch, tu es obligé de l'enlever.
Alors moi, je le garde Ouais, H24. c'est ça. En gros, moi, Et tes tous bandes de poignet, les... tu les mets par-dessus Apple Watch, peut-être? Non, parce que j'ai un bracelet. Bah, après, je la mets pas beaucoup. Honnêtement, je la mets que au terre. Mais j'ai un bracelet qui me permet de la monter sans souci. Ok, Et tu vois, ok, regarde, ok. on peut voir l'heure. Impeccable. Mais moi, c'est pas une. Tu sais qu'en plus, ça, il y a des. Alors, faut savoir, hein, sur le site Whoop, tu as des caleçons, par exemple, ou des brassières qui permettent de pouvoir mettre le capteur à l'intérieur. Donc, en théorie, je peux avoir un caleçon Whoop. Et ça, c'est pas rien. Là, il y a un style. Ouais, Moi, mais j'ai un argument supplémentaire. En plus, tous les meilleurs athlètes du monde que je connais actuellement utilisent le Whoop. Exemple, Usyk l'utilise, Ronaldo dans le football l'utilise. Bon, je vais pas faire toute la liste, mais quasiment tous l'utilisent. ouais, mais ils l'utilisent parce qu'ils les payent. Non, même pas parce qu'ils sont pas affiliés. Non, ils sont pas sponsorisés. Alors, Ok, mec, ok. ça t'embauche un quoi? Ok, ok. Bon, du coup, pareil, quand je disais, moi, tous les soirs, faut la recharger. Au moins, c'est 1 heure, voire une demi-heure, ça dépend, vu que j'ai la dernière version, à les recharger. C'est un truc supplémentaire parce qu'il faut y penser, mais après, c'est une habitude. Derrière, c'est un peu moins agréable à porter la nuit, c'est un peu plus épais parce qu'il y a l'écran, parce qu'il y a des boutons, etc., que le Whoop. Mais il y a un suivi de sommeil. Et du coup, comme je vous ai dit, l'application santé n'est pas top. Si on veut aller plus loin, il faut des applications supplémentaires. Parce qu'il y a tous les capteurs sur l'Apple Watch, mais si on veut vraiment l'avoir au maximum, il faut des applications supplémentaires et ça prend davantage de batterie. En général, une batterie, ça dure 2 jours. Et du coup, pas de vraie analyse de récupération comme le Whoop. Batterie de la 4.0, 14 jours. Et celle de la 3.0 de Nour, je crois que c'est 5 jours. Ouais, Et ouais, c'est il ça, affiche c'est l'heure. genre 4 jours la mienne. Et pourquoi Elle tu veux que ça affiche l'heure? Je comprends pas Mais pourquoi. en Non, fait, c'est pour mais traquer la justement, Samy, récupération. c'est là tout l'intérêt. Genre, si ça affiche pas l'heure, bah, la nuit, ça s'allume pas en fait. Et ça te fait pas chier. Et ça fait pas chier si tu dors avec quelqu'un. Tu vois, c'est là l'avantage. Mode de concentration, à 23 h, se lance repos, elle est éteinte. Ouais, mais Mais je du coup, sais ça sert plus à rien pas. alors. Bah si, elle est comme vous, en capteur. Non, mais après, là, c'est juste des débats parce Oui, que Oui, vous après, avez la bon, même c'est bien un sûr, débat fonctionnalité. parmi bien tant sûr. d'autres. Vous, c'est juste un bracelet. Là, derrière, nous, on a tous les affichages supplémentaires Nous, que je là, j'ai reviendrai Apple derrière. maintenant. Quoi? En fait, t'as dit nous, on a, comme si tu bossais chez Apple. Peut-être, hein. Défense ou quoi? Peut-être. Ah merde, on voit pas. Eh, moi aussi, je l'ai la souris Apple. Mais du coup, derrière, la fréquence cardiaque et les efforts, il fallait les chercher sur l'application. Tout n'est pas regroupé. Elle mesure directement pendant les entraînements. Un truc tout bête, il faut aller dans l'application de l'Apple Watch et du coup aller dans entraînement pour lancer un entraînement. Ça ne se lance pas automatiquement. Elle permet de visualiser le FC à chaque série, c'est-à-dire qu'on va sur l'application, on peut le voir directement avant. Mais du coup, c'est comme tout, les montres ne sont pas ultra précises. Plus le temps avance, plus les montres sont précises et du coup le Whoop aussi, d'où les nouvelles versions. Mais c'est des approximations. À peu près, en général, 5%, donc 2,5% de moins ou 2,5% de plus. Mais du coup, si on met les bandes de poignet, c'est un peu plus compliqué. Il faut des bracelets spéciaux, on peut les mettre plus loin. Mais après, ça s'achète. Derrière, ça reste quand même 90 € non, 50 € pour acheter un bracelet. C'est un prix supplémentaire. Mais aussi, en parlant de prix, une fois acheté, elle nous appartient. Par contre, il faut un iPhone. Après, il y a plein d'autres marques différentes qui font les mêmes choses. Mais c'est pas, on arrête l'abonnement et on peut plus l'utiliser. Et ça c'est moins agréable. Et derrière, on peut gérer tout ce qui va être timing. Ça veut dire qu'on peut mettre une sonnette, on peut mettre un minuteur, un réveil, etc. On peut aller dans les notes, on peut parler à l'oral, directement noter, et on peut tout faire. Et ça, c'est trop bien. Tu veux noter ta fréquence cardiaque, tu fais une capture d'écran de l'Apple Watch et c'est fini. Tu peux enregistrer tes charges et tes séries avec certaines applications, genre directement. Après, nous, vu qu'on est sur Google Sheets, c'est pas possible. Peut-être sur du long terme si on va sur une application. Mais du coup, voilà. Derrière, il va y avoir tout ce qui va être média. Ça peut être du plus ou du moins. Gérer la musique entre les séries. Oh merde, je voulais la remettre au début. Oh non, c'est celle d'après que je veux. C'est possible, mais maintenant, avec les casques et les écouteurs, il y a juste à appuyer. Par contre, il y a les appels et les messages. C'est pour ça que je recommande de mettre sur le téléphone le mode sport, le paramétrer pour qu'il s'affiche sur le téléphone, mais qu'il ne s'affiche pas sur la montre pour ne pas être déconcentré. Il faut faire gaffe aussi parce que des fois, dès qu'on lâche la barre un peu trop vite au terre ou il peut y avoir un à-coup, ça fait détection de chute. Mais c'est bien. Appelle le 17. La T'as des dernière pompiers fois qui où je arrivent à tombe, la salle.
La dernière fois que je suis tombé au terre, ça a mis détection de chute, voulez-vous qu'on appelle des urgences? Bon, je l'ai enlevé parce que j'allais bien, mais c'est toujours des trucs en plus. C'était aux France ou Mais tu pas? vois, non, au France, je crois que je l'avais mis en Non, je c'est moi, je crois que crois, je l'avais je plus bas l'avais de gardé, je crois. je sais plus. Mais tu vois, là, je vais m'entraîner tout seul, ça peut être utile. Tu tombes, mais en vrai, c'est des trucs supplémentaires. Derrière, Attends, moi, juste parenthèse, avec le Whoop qui détecte les activités, une fois, j'ai fait du squat et genre, j'ai fait du squat très rapidement. Ça m'a détecté que je faisais du JB. Voilà, c'est pour l'info quand même. Voilà, c'était l'anecdote. ouais, c'est Donc, pour c'est ça pas que non, tu faut être c'est pas le plus ultra précis précis. toujours. Le plus précis, l'Apple Watch, tu sélectionnes directement ton sport. Tu mets renforcement musculaire parce qu'il n'y a pas force athlétique directement. Mais ce qui est bien, du coup, grâce à l'Apple Watch, tu peux programmer tes séances, suivre ton temps de repos et enregistrer ton RPE sur certaines applications. La possibilité aussi de faire des notes. Oh, tiens, j'ai un truc en tête là. Boum, je le mets là-dessus et c'est fini. C'est polyvalent parce que du coup, tu t'en sers dans la vie de tous les jours. C'est pas juste pour ta récupération, tes messages et tout. Tu n'es plus obligé d'avoir ton téléphone. Tu veux te balader, aller marcher, pas besoin de prendre ton téléphone. Tu prends ta musique sur ton poignet et c'est fini. Derrière, les datas sont un peu plus compliquées. Sur du long terme, il va y avoir des nouvelles applications, etc. Donc, ce sera de plus en plus utile. Hop, ça a mis deux fois la même. Du coup, pour conclure, oui, si tu veux suivre ton timer, tes séries, ta fréquence cardiaque, recevoir tes messages et enregistrer tes charges, OK pour l'Apple Watch. Par contre, si tu veux juste un outil de récupération avancé et payer plus cher pour un truc que tu ne peux plus utiliser dès que tu arrêtes l'abonnement, tu peux aller chez la Loup. Et du coup, ce n'est pas un outil essentiel, mais ça peut améliorer l'organisation de ta séance, surtout si tu as une programmation structurée chez PRO Cube. Mais en gros, comme dit Malik, OK, ça t'aide, mais si toi, tu te prends pas en main pour t'améliorer, ça va pas te le faire à ta place. Exactement. La voix de la raison, comme d'habitude. Le Du Whoop. coup, on va faire un petit point sur les trackers de vitesse. C'est la mode en ce moment. J'ai Alison qui fait la pub pour un tracker, du coup Stance, qui est très intéressant. Mais il n'y a pas beaucoup d'études à l'heure actuelle trop sur la force. Donc, ça va vraiment être d'un point de vue extérieur et d'un point de vue personnel. Du coup, qu'est-ce qu'un tracker de vitesse? Déjà, c'est quelque chose qu'on met sur la barre. Il y en a deux types, voire trois. L'un où c'est juste aimanté, tu le mets. L'autre, ça va être comme un bracelet que tu mets autour de la barre. Et un troisième où c'est quelque chose que tu mets au sol, comme la famille Perrault, et qui vient s'attacher à la barre avec un aimant. Donc, ça te permet de mesurer la vitesse de la barre ou du mouvement. Ça permet d'évaluer la puissance, la fatigue et la qualité d'exécution, mais aussi l'amplitude. Tu peux voir l'amplitude de ton mouvement. OK, moi, je suis léger à la dep au squat, on n'en parlera pas, mais si j'ai ça, je peux me rendre compte que à telle amplitude, je sais que j'ai la dep, donc j'ai pas besoin de regarder de la vidéo, etc. Je sais que là, si j'ai cette amplitude-là, j'ai la dep. Elle peut être utilisée pour ajuster les charges en temps réel sur l'approche de la vélocité. Ça permet aussi de traquer tes RPE. OK, bon, bah, j'étais RPE 7. Là, ça met telle vitesse. OK, bah, ça va te proposer des RPE pour les prochaines séances par rapport à ta vitesse. Du coup, là, je vous ai mis plusieurs marques. Mais à l'heure actuelle, celle qui l'a plus utilisée, c'est Stance et la moins chère. Si tu n'as pas besoin d'abonnement, je crois qu'elle est à 130 euros. Et franchement, elle est assez pratique et très discrète. Moi, j'ai Derrière, quand il y a même un. l'application. Excuse-moi. Non, Vas-y, j'avais vas-y. juste quand même un contre-argument par rapport à l'amplitude. Par exemple, au squat, en fait, c'est quand même biaisé parce que oui, l'amplitude peut être une donnée mesurable, mais selon l'inclinaison du buste, par exemple, bah, ce ne sera pas la même chose Bien à sûr. amplitude égale. Après, là, on parle pas de chez des débutants. Un débutant, un tracker de vitesse, c'est pas nécessaire. Par contre, si tu maîtrises ta technique et que tu peux la répéter à chaque séance, là, ça va vraiment être intéressant de jouer avec la vitesse. C'est vraiment le plus Mm. quand tu commences à avoir une bonne technique et être stable aussi. Parce que si tu Ouais. fais d'un côté Après, moi, au bench, franchement, moi, j'ai un peu cette tendance un peu à penser que là, on rentrerait dans une sorte en fait, pour moi, c'est une prise de tête supplémentaire qui n'apporte, où les résultats, en fait, sont pas assez grands par rapport à la perte d'énergie, de mental qu'on a. Parce que, par exemple, tu prends n'importe quel athlète, et nous, on sait comment réagit un athlète, on est coach. Le jour où il aurait une vitesse un peu moins bonne, il peut totalement s'auto-saboter, psychologiquement être moins là. Alors que vous le savez très bien, hein, la vitesse, des fois, à l'échauffement, on n'est pas très bien, et puis finalement, derrière, on fait des gros PR, et des fois, c'est bien l'inverse. sûr. Donc, je pense que c'est Mais pas. après, ça dépend du niveau. Si tu regardes les Perros, ils font presque que des 9 sur 9 en compétition. Ils sont Mm, très, très proches de l'échec de plus en plus.
Donc, c'est vraiment propre parce qu'ils arrivent à vraiment connaître. Mais du coup, les datas, ça se prend pas en une semaine. Ça se prend pas en un bloc. Ça se prend vraiment en 6, 8 blocs pour vraiment avoir des données solides où là, tu as vraiment une bonne technique, tu la répètes toujours et là, ça va vraiment te guider. Par contre, ça demande de l'investissement. Certes, tu dois faire ton retour, remplir ton sheet à chaque séance. Mais là, maintenant, tu dois remplir une autre application avec les vitesses. Il faut que tu recharges le boîtier, etc. C'est beaucoup d'investissement pour le peu que ça peut t'aider. Ouais. Et derrière, pourquoi l'utiliser? Ça permet d'avoir un suivi objectif hors ta fatigue. Ça veut dire que là, moi, je sors de la série, j'ai ma perception de l'intensité et de comment je me suis ressenti. Là, ça va pouvoir m'aider par rapport, pareil, à mes autres séries que j'ai fait depuis 6, 8 mois pour pouvoir m'aiguiller sur mon RPE. Derrière, chez les débutants, une personne qui a du mal à, euh, à savoir son propre RPE, ça peut l'aider, mais c'est très infime. Ça permet aussi d'optimiser le volume. Arrêt des séries quand la vitesse chute trop. Je l'ai noté parce que ça peut être intéressant pour des AMRAP, etc. Mais en étant dans la série, c'est un peu compliqué de s'arrêter juste parce que la vitesse est plus rapide. Tu vas pas avoir de notifications dans tes écouteurs pour dire arrête ta série. Mais ça sera plutôt, je sais pas, sur 5, 6 séries ou à partir de la sixième, tu es complètement cramé et tu dois en refaire une. Là, tu pourras ajuster. Ça permet aussi d'ajuster tes séries en fonction du RPE. Je sais pas, tu as un 4x5 et RPE 7, ça te permet d'ajuster. Ça te permet aussi, du coup, en compétition, comme ce que j'ai parlé des péros, de prévoir le plan de match en fonction des barres de chauffe, de comment ça se passe. Ce qui est compliqué, c'est qu'en compétition, on n'a pas le droit à le mettre sur la barre. Et du coup, il faudra s'appuyer sur la vidéo pour la vitesse. Pourquoi pas sur du très long terme, la fédération pourra l'autoriser à le mettre sur la barre. Tu arrives, tu mets ton truc, tu fais ta série, tu ressors, tu enlèves ton capteur. Mais ça demande de l'organisation. Et qu'on est sur la Fédération française de force, ils vont te demander de payer si tu veux faire ça. Après, les Perros, ils font ça, mais par exemple, moi, bah, ne serait-ce qu'au France, à 260, je crois, en last warm-up, elle était dure, hein. Et pourtant, derrière, je fais 2,80 facile et tout. Et souvent, mes last warm-up sont très durs et derrière, ça ne change pas la facilité du match. Donc, en fait, je ne sais pas à quel point c'est placebo, à quel point c'est vraiment efficace. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez Bref, d'études. bon, Là, c'est vraiment ouais. juste, faut voir. Faut essayer. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir putain, il faut que je sois plus rapide encore. Déjà, là, tu dois nous prouver à ton coach que la série est plus facile que nous, on l'avait prévu. Mais là, du coup, tu dois aussi être le plus explosif possible. Donc, tu peux avoir une perte technique parce que tu cherches juste à aller plus rapidement. Et du coup, tu perds ta trajectoire, etc. Ça peut être du positif comme du négatif. Ouais. Donc, Ça, je suis d'accord donc avec là, toi. là, j'ai vraiment encadré le tracker de vitesse. On pourra peut-être revenir plus tard dessus. Si moi, je l'achète, je pense que je vais vraiment l'acheter d'ici quelques mois pour en parler. Parce que c'est intéressant aussi, parce que c'est surtout les grandes têtes qui l'utilisent parce qu'ils sont pas boostés, mais ils sont offerts pour eux. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un avis propre dessus. Avec toi, hein, Intéressant. Samy, hein. En plus, je tiens à dire, mais tu as soulevé un point qui est vachement important et je pense qu'on pourra l'aborder un de ces quatre, mais c'est que l'explosivité et la technique ne font pas toujours bon ménage et je pense que c'est trop surestimé la vitesse d'exécution. Je pense qu'à un moment donné, Mhm. c'est vraiment trop surestimé. Je veux dire, c'est pas parce que tu es forcément rapide que tu es forcément mieux et c'est pas parce que tu es forcément lent, entre guillemets, lent, hein, que tu es forcément moins bien ou pas bien. Je veux dire, faut pas. C'est pas une question de vitesse. On fait pas. Moi, je dis souvent ça à mes athlètes et je disais ça beaucoup avant. On ne fait pas de l'athlétisme, on fait de la force. Voilà. Donc, on n'est pas là pour aller le plus vite possible. Pourtant, c'est un marathon. Non, mais c'est ça. Mais Mais non, mais voilà. ouais, je connais des coachs qui obligent, qui disent aux athlètes de l'utiliser parce qu'ils savent le coacher. Mais après, ça dépend de chacun. C'est Mm. comme tout, hein, c'est comme une programmation, il faut l'ajuster à tout le monde et en tirer le maximum du positif sans attirer trop de négatif. Mais après, si le capteur de vitesse, tu l'utilises régulièrement, et par exemple, à chaque fois sur tes last warm-up, c'est dur, entre guillemets, en termes de sensation, et du coup, tu es moins Ça. rapide, bah là, vu que tu l'utilises sur du très long terme, sur 6, 7, un an peut-être, je sais pas, bah là, tu vas pouvoir te dire, ouais, ça se rapproche extrêmement de la vitesse du jour où j'ai fait tel PR, etc. Donc, tu vas pouvoir faire des corrélations un petit peu comme ça, et du coup, tu vas pouvoir, bah, ça va s'ajuster à ta technique. Si tu as un Mais profil lent, entre guillemets, ou quoi, tu vois.
Mais tu vois, Donc, l'exemple du last warm-up de Malik, c'est même pas son last warm-up. C'est le ouais, last warm-up qu'il a fait en salle de chauffe. ouais. Donc, pour pouvoir le comprendre, il faut le faire en compétition. Mais est-ce qu'une compétition régionale et une compétition nationale ou inter, est-ce que le plateau ne sera pas pareil, ce ne sera pas les mêmes barres, etc. C'est ça qui est compliqué. Il faut vraiment l'ajuster Ouais, c'est ça. et Et il y a les conditions apprendre aussi avec qui les rentrent personnes. dedans. Tu vois, les conditions. Si par exemple, tu es en salle de chauffe, tu dois te speeder, etc. Il y a 3 mecs qui attendent derrière toi, bah forcément, peut-être que tu vas être moins dedans. Et du coup, enfin, la vitesse, elle va être affectée aussi, tu vois. Donc, alors que si tu fais ta première Ouais. barre sur le plateau, bah, la vitesse, ça peut être beaucoup plus rapide, Mais vu que tu es t'imagines, focus dedans, tu vois. tu te mets à 100% dans le tracker, tu arrives le jour de la compétition, plus de batterie. Bon, ça, c'est ça, c'est vraiment. T'abuses, quoi. Pessimiste, mec. On dirait quelqu'un qui a fait 600 km pour aller aux France et qui a amené l'objectif photo, mais pas l'appareil. Ah, 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 ah mince, j'ai que l'objectif. Ah, Samy. Mais je fais comment? Ah, ça, c'est la guerre. J'ai trop le seum. Ah, nous, on a mis un petit effet. Impeccable. Eh bien, écoutez, les amis, Erwan, Fanny, Xaxgi, Aurélien et Maxi GFXVFX, Moi, je fais un petit Warzone, non? on vous écoute si vous avez la moindre question à sujet de le matériel en force synthétique. Il y a le diapo sur le singlet qui a sauté en plein diapo. Donc, si jamais, c'était ma partie, si jamais, je peux vous l'expliquer. Si moi j'en aurais peut-être une Ah, petite du coup, ok. pour revenir aux bandes de poignets, genouillères, tout ça. À quel Ouais. moment on les met dans le comment? Dans Dans la la montée en gamme. pratique. Ah non, dans la montée en gamme. À quel moment tu en as besoin? Bah moi C'est la question. ça va dépendre des trucs, mais par exemple les bandes de poignets à partir de 70 kg au squat, je les mets. Sinon j'ai mal. Ok. Et t'as Ouais. combien au squat? 170. Ok. Bah, pour moi, je pense que c'est plutôt un cache-misère pour l'instant, entre guillemets, hein, sans, pour être réel. C'est que ça cache un problème de stance de poignet ou même de mobilité de poignet. Donc, encore, ça serait à partir de 100, 120, ça serait compréhensible, mais à partir de 70, ça veut dire que tu as un petit déséquilibre dessus. Après c'est peut-être une question de confort aussi et depuis que je les ai, je fais ça à peu près parce que j'ai vu au début que ça me faisait mal depuis que j'ai commencé le low bar. Faudrait Ouais. peut-être que je réessaye 100 jusqu'à Bah, 120, 130. après, te force pas directement, mais tu vois, essaye au moins de faire 70, puis essaie de genre une ou deux semaines après, faire la barre d'après, etc. Voir comment tu te sens. Et ça se trouve, juste comme ça va te changer ta stance naturellement. Tu vas être plus confort et comme ça, quand tu vas mettre tes bandes de poignet, tu seras vraiment trop bien et tu auras plus ce souci-là. Ok. Et En au bench, gros, tu as des douleurs? Au bench, ouais, ça commence à me faire mal à partir de 90, 100, Et tu as combien en max? 135. Ok. Là, c'est un peu plus. T'as une grosse douleur ou pas? Non, mais je sens que je suis moins solide sur les poignets. Et même au niveau performance, en fait, je sens que les bandes de poignets elles me permettent d'être plus rigide et du coup de lever beaucoup mieux, en fait. Et je prends un exemple, si tu fais du développé couché halter, est-ce que ça te fait des douleurs ou pas du tout? Non, je les mets pas à développer couché halter. Et je sais combien, tu as déjà fait combien en maximum aux haltères? J'ai jamais essayé, j'en fais très très peu. Ok, bah peut-être voir là-dessus, parce que ça se trouve, c'est juste ton placement de main qui pourrait être amélioré et tu as une trop grande pas dorsiflexion, c'est le pied, mais flexion de poignet et tu pourrais être en fait un peu plus stable en étant un peu plus neutre, comme en fait que tu as au développé couché halter et ça t'aidera peut-être à produire de un plus de force et surtout avoir plus de confort. Ok, En parlant des bandes de poignet, en vrai, il n'y a pas dans la règle que la bande de poignet touche la barre. C'est pas écrit noir sur blanc dans les règles IPF, mais tout le monde fait chier avec ça. Donc, si on vous fait chier en mode la bande de poignet touche la barre, vous pouvez dire on regarde le règlement, mais dans les conditions que tout le monde applique, les bandes de poignet ne touchent pas. Enfin, c'est compliqué leur truc. ouais, non, mais des Alors, fois, les règlements, ils sont compliqués. Des fois, on m'a refusé de rentrer sur le plateau parce que euh, il y avait, genre, en gros, elle dépasse un peu de l'articulation. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont avec les bandes de poignet, mais apparemment, des fois, ils sont un peu lourds. Ouais, mais en fait, dans les règlements, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, Mhm. ils peuvent trouver que ça aide, alors que pas du tout. Mais donc, ils peuvent te faire chier parce que c'est comme une légende urbaine. Alors que dans le règlement, il n'y a aucun souci dessus.
À propos des douleurs de coude sur le squat, des conseils pour les échauffer et pour éviter les douleurs. Alors déjà le coude, ça dépend d'où ça vient. En fait, le coude, ça peut venir de l'épaule, donc peut-être manque de mobilité d'épaule. Ça peut venir aussi du tendon qu'il y a au niveau du biceps, tu vois, qui passe par le biceps et du coup qui passe aussi par le coude. Et ça peut venir aussi du poignet. Donc déjà, faudrait voir d'où ça vient parce que si c'est récurrent, déjà la première question, est-ce que c'est récurrent? Est-ce que tu as tout le temps mal? Est-ce que tu as mal qu'au squat? Est-ce que la douleur aussi, elle est présente un petit peu sur le bench? Enfin, je sais pas si tu es encore là, mais tu peux activer ton micro si tu veux. Récurrent au squat ou seulement. Ok. Donc c'est récurrent que sur le squat. Donc la première chose serait déterminer déjà d'où ça vient. Et pour ça, peut-être soit voir un kiné, un ostéo et tout, pour savoir d'où ça vient. Et derrière, bah, pouvoir appliquer des échauffements qui vont pour. Parce que si c'est un problème de mobilité d'épaule, dans ce cas-là, faire des échauffements et de la mobilité d'épaule avant, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, le problème, c'est probablement un problème de stance. Le Ouais, placement de en la barre, gros, hein. le, Ouais. le nerf ulnaire, il passe, en gros, c'est comme le nerf sciatique, mais du bras, pour faire très grossier. Donc, ça peut venir d'un manque de mobilité de ton poignet, parce que du coup, ça vient l'étirer, mais ça peut venir aussi d'une personne qui vient très haut pour les coudes ou très bas, parce que du coup, crée plus de mobilité et donc vient étirer le poignet, enfin étirer le câble du nerf. Donc derrière, ça va être surtout des exos de mobilité, parce que le renforcement ne va pas faire grand-chose. Par contre, il y a un truc compliqué, comme ce qu'on peut avoir avec le nerf sciatique, c'est une trop grosse masse musculaire par rapport à ce que le corps est capable, entre guillemets, quand tu prends trop rapidement, ça peut venir le compresser un peu. Donc, ça réduit ton amplitude et ça vient le chauffer davantage. Donc, en vrai, il faut juste faire des tests. Et Et voilà. de quoi? Et c'est pour ça que je t'ai blessé, en fait, trop musclé. Non, mais je te jure, en fait, je parle beaucoup avec mon kiné. Et pour une personne qui prend trop vite en muscle, ça va venir du coup laisser moins de place au nerf, etc. Et quand tu as des amplitudes de ouf, alors que tu as pris, je sais pas, 5-6 kilos de muscle d'un coup, bah, ça vient étirer trop rapidement et ça demande trop de contraintes au corps. Derrière, il y a plein de tests possibles pour le ulnaire, mais il faut vraiment voir sur tous les angles de poignet, sur à quel moment ça te fait mal. Si sur du bras tendu en faisant certains mouvements, ça te fait mal, ou sur des bras pliés avec la sensation de ton squat, tu viens faire les tests sur les côtés, etc. Ça te permet aussi de voir tester et sur l'endroit où tu as mal, essayer de venir le travailler, quoi. Ok. Je suis Et devenu kiné. par curiosité, Xazaki, est-ce que tu es coaché par un de nous? Parce qu'en vrai, je pense que c'est un point intéressant. Erwan, c'est moi, donc ça pour le coup, j'ai noté. Mais Il a Quel est le le- souci? alors Aurélien Bernard nous dit j'ai un peu le même souci, bras plutôt long. Je suis obligé de mettre mes doigts du même côté au squat. Et malgré ça, j'ai du mal à descendre la barre sur du low bar. Donc en gros, si tu veux dire, tu mets comme ça. Alors moi, il faut savoir que j'ai déjà fait comme ça au squat. Et Non, il met le pouce. En gros, il met le pouce ouais, en suicide grip. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme ça. Ah oui, ok, non, juste parce que tu mettais la main droite, tout. Oui, oui. Ah, désolé l'agent. Non, non, évidemment. Non, non, mais oui, moi je le faisais à une époque et ça me fait des douleurs, faut le savoir. Au niveau du coude aussi. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi ça m'étirait trop. Moi, je pense qu'en fait, quand on n'a pas la mobilité d'épaule pour prendre un bon low bar, il vaut mieux au moins un temps élargir un peu la prise. Ok, ne pas hésiter à. En fait, vaut mieux un mouvement qui est moins optimisé mais sur lequel vous êtes à l'aise pour l'instant qu'un mouvement optimisé mais où vous avez des douleurs. Parce que de toute façon, la mobilité, en fait, ça se travaille. Hein. Vous n'êtes pas mort, c'est pas fini dans le film, quoi. Donc, c'est pas grave. Mais il faut être à l'aise. Ouais. Il faut savoir que aussi, plus vous allez prendre les bras loin, moins vous allez être équilibré, et plus vous allez tirer, plus vous allez être compact, et plus vous allez être équilibré. Il y a un truc aussi pour les personnes qui débutent, si ils sont en high bar ou une barre assez haute et que vous voulez la descendre, n'hésitez pas à écarter vos mains. Parce que ça veut dire que ça va mettre énormément de contraintes d'un coup sur vos coudes et vos poignets parce que vous allez descendre plus bas et ça risque de vous faire des petites gênes, voire des blessures. Donc, si vous commencez le low bar, n'hésitez pas à descendre un petit peu la barre, mais venir écarter les mains. Et petit à petit, vous allez les resserrer en travaillant votre rotation externe, en travaillant votre flexion et votre extension de poignet, et surtout aussi à travailler la contrainte. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, T'as tout dit. franchement. Ça peut être intéressant aussi d'en parler de ça sur les contraintes du poignet et du coude au squat. Parce que ouais, j'ai Ok, l'impression que mec. c'est récurrent ça. J'aurais bien fait une story
question en mode on vous fait une vidéo pour répondre à vos genre en mode vos petites blessures, vos gènes actuels. Après, on n'est pas kiné, mais ça peut être un bon endroit pour discuter avec des personnes qui sont kinés aussi pour apprendre énormément. Au kiné, ça pourrait être cool. Ouais, bah en gros, moi de toute façon, je l'échange, c'est mon pote. Bon, On met ça son fait 2 semaines, il Doctolib. n'est pas là. On met son Doctolib en bio. Tu Mais vois. du coup, ouais, même dès que j'ai une question, etc., même pour des athlètes, c'est ça qui est très intéressant, c'est que je lui en parle. Mais du coup, bah, au final, j'ai appris énormément de choses en quelques mois. Donc, je suis assez basé là-dessus, même pour les petites contraintes. Bah, ouais, tout ce qui va être coude, poignet, épaule, je suis vraiment calé. Là, il faut que j'apprenne vraiment tout ce qui va être hanche avec la rotation et aussi souvent la petite hanche qui vient se déséquilibrer. Ce serait intéressant un jour d'avoir un kiné qui intervient ou qui bosse avec nous. Parce que, en vrai de vrai, enfin, comme tu l'as dit si bien, hein, c'est pas notre taf principal d'être kiné. Donc, Ouais, mais je c'est me un, retrouve à faire de la c'est santé un bon souvent. job. Et de la psychologie aussi. T'as remarqué? Et de la communication. Mais c'est un Non, travail qui est en très vrai, compliqué. c'est Hein. trop bien. Mais ouais, ok. Et Autre Aurélien, question? ouais, est-ce que Aurélien, j'ai un peu le souci, les bras plutôt longs. Ouais, donc n'hésite pas à prendre plus large. Et faut voir aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur du low bar, j'ai perdu de la graisse. Donc je suis moins apte à tenir ma barre dans le dos. Donc c'est vraiment retravailler tout ce qui va être rétraction scapulaire, etc. Pour venir les placer sur les trapèzes, etc. Tu pèses combien? Tu dis que tu m'as envoyé des photos de toi en slip, ce qui est vrai. Fanny, elle a une question d'un coup. Non, elle n'a pas de question. Elle a eu sa question. Non, elle a levé la main tout à l'heure, mais elle n'a pas baissé. Et non, en vrai, là, je suis à 104,2. J'étais descendu à 103,2, on a vite remonté. Beau gosse, beau gosse. J'ai la même Aurélien, prise que tu sur le dis. bench index sur l'anneau. Il me reste pas grand-chose avant de taper le rack. Comment ça, taper le rack? Quand tu rack? Quand Bam! tu sors là-bas, oui. Ah non, avec tes mains. Ok. Ok, tu dois être Ah dans une ouais. salle commerciale où tu peux pas aller trop loin avec tes mains. Et ok, ah La oui. Basic Fit. Et est-ce que tu as une ou deux bagues sur ta bague, Sur ta barre. Je t'aide. T'inquiète. merci. Tu as deux. Donc en gros, celle de la force, c'est la première. Donc il faut que tu te places à la première. Au bench, tu n'as pas le droit d'être plus large que la première, celle qui est à l'intérieur. Et la deuxième, elle est vraiment très large. Ouais, c'est ce que je fais. Bon, bah, Ok. parfait en vrai. Ouais, parce que le problème de basique, c'est qu'avec les cages sont assez serrées, donc tu n'as plus trop la place. Après, ça va être surtout des travails de mobilité. Moi, je te conseille un élastique à l'arrière qui vient droit pour venir chercher loin. Et du coup, tu viens faire un peu de rotation. Et hop, tu viens chercher loin pour faire de l'étirement. Ça peut être aussi au sol avec une balle. Une balle, bah, du coup, là, je suis allongé sur le sol. J'ai une balle dans la main. Je vais prendre, je sais pas, je vais prendre ça. J'ai une balle dans la main. Je viens chercher loin et je l'envoie. On va avoir une explosivité avec de l'amplitude pour créer une certaine force et une certaine sensation. Et après, faut que je squatte. Non, en vrai, c'est compliqué les trucs d'épaule. Un mec, les épaules, c'est vraiment difficile. Hein. Ah, ça, Après, je si peux tu veux, je connais un l'affirmer. bon Hein. chirurgien. Je sais pas si on va voir. Je connais un bon chirurgien si besoin. D'accord, merci pour la blague. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Et Fanny qui demande à Samy à quand le Home Gym Tour. En gros, Unistrange, ils se sont fait voler des plaques sur la livraison. Ils se sont Par fait un livreur. voler Voler des carrément. plaques? Ouais. Genre quelqu'un est Et venu du coup, voler des disques de 25 kilos que t'as non, livré. un des livreurs a dû se servir. Et quand même, il a Du volé coup, des plates, quoi. ouais, de 25 kilos. Donc là, c'est un peu la galère, mais normalement, je vais bientôt recevoir. Il y a une diff entre hauteur des poids fitness et ceux en compétition. C'est un sujet qui est Ouais, vachement Tu intéressant. trouves qu'il y a une Bien, différence, toi? bien que tu le dises. Oui, il y a une différence dans certaines salles. Par exemple, Basic Fit. Oui, Vraiment, Basic je Fit, viens de oui. voir le même que j'ai. C'est que Basic Fit, tu conseilles de mettre d'abord un bumper et ensuite des poids normaux. Ouais. Sinon, la hauteur ne sera pas assez haute. Donc oui, effectivement, c'est une question très pertinente. Pour le coup, je vous invite à mesurer parce qu'en vrai, ça dépend beaucoup des salles. Mais oui, ça peut être le cas. Fitness Park, les poids Technogym ne le sont pas. Mais Basic Fit, c'est le cas. Bon, les enfants, écoutez, on vous aime très fort. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui vont à la rediff, mettez un like, mettez un commentaire. Bam, bam, bam. Et Attention, parce qu'on est abonnez-vous, influenceur. s'il vous plaît. Et partagez en story en disant vraiment les GOATs, on fait un podcast et qu'est-ce que j'ai kiffé.
Mettez des commentaires avec des questions, ça nous permet d'y répondre. Même si vous avez des questions, envoyez-nous les en privé. Au contraire, plus on a de questions, plus on envoie de l'apprentissage, plus nous on travaille aussi et on apprend. Donc c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Salut tout le monde. Je vous aime très Salut, fort. je vous Bisous à souhaite tous. bonne soirée à tous.